parle de plus en plus de la reprise économique. Enfin, c'est pas juste on en parle, c'est elle arrive là. Ça y est, on est en train de la pricer, de l'intégrer dans les cours sur le marché. Et du coup, on a l'impression que le Nasdaq, ça y est, c'est terminé. Et ben, parlons-en aujourd'hui avec Florent Martini, gérant de portefeuille chez Portzamparc. On avait d'ailleurs fait une vidéo ensemble il y a quelques mois concernant le Nasdaq et le potentiel qu'il y avait encore. D'ailleurs, c'était le cas, on a eu de belles performances. Sauf que depuis, on a eu quand même pas mal de choses qui ont changé, notamment ces fameuses anticipations de reprise économique liées à l'arrivée du vaccin contre le Covid, et plus particulièrement concernant le secteur technologie, la menace des démocrates sur les valeurs techno. Les taux d'intérêt qui remontent fort, très fort, et la saison des publications de résultats qui est terminée. Pourquoi ce focus sur les valeurs techno? Parce que globalement, on voit que le Nasdaq a du mal. En tout cas, par rapport au Russell. Je rappelle que le Russell, c'est l'indice américain des mid et small cap, qui d'ailleurs, lui, au passage, s'envole. Bon, une fois n'est pas coutume, commençons par la fin. Qu'a donné cette saison de publication de résultats sur les valeurs techno? Salut Xavier, super content de tous vous retrouver. Je vais commencer d'un point de vue global et je vais vous parler du S&P parce que les publications sont quasiment terminées sur cet indice puisqu'on a atteint quasiment 100% de publications sur le S&P. On vient de vivre, faut le savoir, une saison des publications qui est assez exceptionnelle puisqu'on a 79% des entreprises qui ont fait une surprise positive sur leurs bénéfices et 76% sur leur chiffre d'affaires. Donc on a rarement vu ça, puisque ça marque le troisième trimestre avec le plus de surprises positives depuis 2008. Donc ce trimestre, il semble véritablement marquer un point d'inflexion, puisque sur le T4 2020, malgré des confinements partiels et ou des couvre-feux dans plusieurs pays développés, on a le premier trimestre de croissance positive depuis le T4 2019 et donc depuis le début de la crise Covid, puisque les entreprises ont délivré en fait en moyenne à peu près 4% de croissance de leurs bénéfices sur un an. Donc si on zoome particulièrement sur le secteur technologique, c'est encore mieux, puisque là on a eu 92% de surprises positives sur le secteur et on a un écart moyen de plus de 16% entre les prévisions bénéficiaires des analystes et ce qui a été effectivement publié par les entreprises, ce qui est une performance assez remarquable. Donc tout ça, à première vue, ça semble extrêmement positif, mais le marché il s'est montré malheureusement encore une fois assez contre-intuitif, puisqu'en moyenne, il n'a pas récompensé positivement les surprises positives, il a puni beaucoup moins sévèrement que d'habitude les surprises négatives. Donc c'est des données FactSet qui agrègent la performance des titres en fonction des surprises positives ou négatives d'ailleurs, 2 jours avant et après la publication des entreprises. Et donc en moyenne sur les surprises positives, il s'est absolument rien passé. On a eu une performance de 0%, alors que d'habitude on fait à peu près plus 1%. Et à contrario sur les surprises négatives, on a fait moins 0,3%, alors qu'historiquement le marché sanctionne en moyenne à hauteur d'une performance négative de 2,5%. La réaction qui à mon avis est extrêmement marquante pour le marché, c'est sur Zoom, qui est un des leaders, tu connais très bien, de la visioconférence, qui a été une véritable star de 2020. L'entreprise a publié des résultats qui étaient très impressionnants, très au-dessus des attentes, mais le titre a ouvert à plus 7 et a fini à moins 9. Ça montre bien qu'il y a eu un véritable changement de psychologie chez les investisseurs, dans le sens où ils se sont montrés beaucoup plus attentifs à la valorisation des titres qu'à leur perspective qu'ils privilégiaient jusqu'à maintenant. Et je crois qu'on va voir tout de suite pourquoi ce changement de psychologie a eu lieu. Et si nous rentrons dans le détail plus particulièrement, on voit quand même sur certaines valeurs depuis quelques mois, voire même d'ailleurs depuis 6 mois, ça stagne, hein, c'est quand même plus que poussif. Genre Amazon, ça fait 6 mois qu'elle est dans un range. Il y a plus de jus là, ça y est. Vous savez, plus personne commande sur Amazon. Oh, c'est fini. Même chose sur Facebook. Même chose sur Nvidia. Oui, je sais, on va toutes les faire une par une. Oh, je déconne. Non, mais en plus, Nvidia, ce qui est quand même relativement étonnant, c'est que le marché des cryptos explose. Et a priori, c'est l'une des valeurs aussi qui devrait profiter de cet engouement pour ce nouveau marché. Netflix, ça y est, hein, c'est tout flat. Microsoft, alors d'ailleurs c'est l'une peut-être des plus vigoureuses, mais ça semble quand même un petit peu poussif tout ça. Alors après il y en a d'autres qui ont quand même
plus de mal, notamment Apple. L'action Tesla, oui, Elon Musk a un petit peu fait parler de lui. Bref, on a l'impression que le gros est fait, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté survalorisation? On le voit ici avec le PER, hein, donc c'est les cours divisés par le bénéfice net par action, qui semblent quand même sur des niveaux, je vais pas dire record, mais quand même sur des tops. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas une ascension un petit peu violente si on compare l'évolution du Nasdaq par rapport à une moyenne mobile? Impression qu'il y a quand même à un moment donné besoin de souffler. Pour rester dans le niveau des valorisations, peut-être aussi une valorisation un peu excessive si on compare l'évolution des cours par rapport aux revenus. Alors certes, oui, on est un peu loin de l'an 2000, mais ça commence un petit peu à faire. Il faut savoir en plus que si on prend des niveaux de valorisation, généralement ils sont liés aussi à l'évolution du taux à 10 ans américain, le taux sans risque. Et a priori, s'il devait continuer à monter, eh ben, on aurait quand même des niveaux de valorisation qui progresseraient également, voire même qui exploseraient. Bon, globalement, Florent, est-ce que c'est pas un petit peu cher tout ça? Alors sur les PER, Xavier, ça va être difficile de te répondre parce que aujourd'hui, en fait, on est sur des PE de bas de cycle, avec une croissance 2021 estimée à environ 25% pour les bénéfices du S&P 500. Donc plus on va s'approcher de 2022, plus la valorisation va mécaniquement se détendre. Véritablement sur ce point de la valorisation, l'élément clé à surveiller, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ils sont vraiment primordiaux parce qu'en fait, dans la théorie financière, on valorise généralement les entreprises par l'actualisation des flux de trésorerie futurs. Et les valeurs de croissance, elles sont particulièrement impactées et sensibles à une remontée violente des taux parce qu'il y a cet effet de composition de croissance qui devient de plus en plus important sur le long terme et qui est tout de suite pénalisé lorsque les taux d'actualisation bougent rapidement dans le mauvais sens. Alors, pourquoi les taux montent ? Cette hausse, elle est due à un certain nombre de facteurs, mais comme tu l'as très bien souligné, elle est notamment due à des perspectives économiques qui vont bien, voire trop bien, et du coup à des anticipations d'inflation qui ont accéléré ces dernières semaines. Encore plus que le niveau des taux d'intérêt, c'est la rapidité du mouvement qu'il faut vraiment surveiller. Depuis le début de l'année, on est passé de 1 à 1,5 sur le taux de 10 ans américain, et si on s'emballe comme ça de 50 points de base tous les 3 mois, ça va être très compliqué pour les valeurs typées croissance, mais à ce moment-là, ça va être compliqué également pour tout le marché des actions, parce qu'à ce moment-là, il y a des arbitrages qui vont s'opérer chez les allocataires, et quand les plaques tectoniques commencent à véritablement bouger à ce niveau-là, c'est des milliards d'actifs qui vont être réalloués du marché equity vers un marché qui est théoriquement moins volatile, qui est le marché obligataire. Pour illustrer ce problème de vitesse, je t'ai envoyé un graphique qui met en parallèle l'évolution du taux 10 ans américain et celui du Nasdaq Composite. Donc on remarque à plusieurs reprises qu'une poussée du 10 ans américain, ça n'a absolument pas empêché le Nasdaq de progresser. Il y a notamment la période qui va du T3 2016 qui correspond donc peu ou prou à l'élection de Donald Trump jusqu'à mi-2018 où les taux ont progressé de 1,5 à 3,20 et en parallèle on a un Nasdaq qui a progressé de plus de 60%. En revanche, ce qu'on ne voit pas très bien sur le graphique parce que les creux sont assez faibles, c'est que c'est les moments où les taux accélèrent assez fortement que le Nasdaq subit des petites corrections et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors pour que ce narratif de dire que les taux et le Nasdaq peuvent monter de concert soit remis en question, il faudrait en fait qu'on ait un véritable changement de paradigme, notamment pour les perspectives d'inflation qui seraient beaucoup plus fortes de manière durable sur le moyen terme. Donc à ce niveau-là, on constate plusieurs choses. D'une part, on a énormément d'effets de base positifs qui sont provoqués notamment par la chute des matières premières l'année dernière. On se rappelle par exemple qu'on a eu une échéance sur le WTI qui est carrément allé côté des prix négatifs au mois de mars dernier. On a également des effets conjoncturels et logistiques, notamment dans l'industrie et l'automobile, avec des pénuries sur les semi-conducteurs, des coûts du fret par exemple qui ont littéralement explosé. Et on a en plus de tout ça, par-dessus tout ça, l'anticipation des plans de relance dans différents gouvernements et notamment le plan de relance de Biden de 1900 milliards qui représente quand même une part extrêmement significative du PIB américain qui va rentrer en ligne de compte. Et donc tout ça, ça a favorisé une remontée des anticipations d'inflation ces dernières semaines. De l'autre côté,
on a des éléments structurels qui sont profondément déflationnistes. Il y en a plusieurs, hein. Il y a le développement de la technologie, il y a le vieillissement de la population, il y a une économie qui est toujours plus concurrentielle, il y a des salaires qui peinent à augmenter et qui peinaient déjà un petit peu à augmenter avant la crise du Covid aux États-Unis alors qu'on était au plein emploi. Donc sur ce point-là, on a l'impression que le marché il est un petit peu en train de tester les banquiers centraux sur la réponse qu'ils vont pouvoir apporter à ce phénomène. Et c'est ça qu'on va vraiment surveiller avec attention ces prochaines semaines pour voir si ce mouvement, soit il a permis simplement de faire un reset au niveau de certaines valorisations, où l'élastique s'était peut-être un petit peu trop tendu sur certains types de valeurs, ou alors si c'est un mouvement un peu plus durable et du coup plus dangereux pour le marché des actions au global, mais on est quand même pour le moment assez loin de faire ce constat à ce stade. Merci Florent pour ces précisions et on va évoquer aussi la fameuse rotation sectorielle. Alors les technos on en largue parce que ça y est, il y a les taux qui remontent. Du coup oui, c'est un signe d'optimisme, de réouverture un peu de l'économie, donc du coup on largue toutes celles qui ont bien performé depuis maintenant un an et on se focalise sur les valeurs cycliques. On voit très bien d'ailleurs sur ce graphique, c'est l'indice MSCI des valeurs de croissance, donc les valeurs techno, comparé à l'indice MSCI Value, autrement dit les valeurs cycliques, qui sont dépendantes des cycles économiques. Et on voit quand même que globalement, les investisseurs, ils ont plutôt privilégié les valeurs de croissance. Du coup, on a l'impression qu'on rentre en mode rotation sectorielle. On parie sur des actions qui profitent de la reprise, enfin en tout cas qui devraient en profiter, les restaurants, les entreprises qui sont liées au tourisme, le secteur de la finance aussi, ou alors de l'énergie, industrie, matériaux, il y en a quand même une petite palanquée, et tout ça, c'est pas dans le Nasdaq, hein. On le voit très bien sur les graphiques, plus particulièrement depuis le mois de février, il y a un truc qui s'est passé par rapport aux deux autres indices de référence, par exemple le Dow Jones ou le SP500, même si d'ailleurs le SP500, je rappelle qu'il y a quand même une composition de 30% de valeurs techno dedans. La question va être un petit peu brutale, hein. Est-ce que le Nasdaq c'est mort? Alors bien évidemment, personne n'a la réponse, hein, personne n'a de boule de cristal. Et du coup, Florent, quel est l'avis de Ports-en-Par là-dessus? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que vraiment ça va durer? Alors comme tu le dis très, très justement Xavier, on a eu ces dernières semaines un mouvement global sur les parties cycliques et croissance de la cote, où il y a un arbitrage très très clair qui a été réalisé par le marché. Nous, on pense que là, il y a une nouvelle phase qui va bientôt s'ouvrir, où il va véritablement falloir rentrer dans le détail des fondamentaux et où il va falloir être capable de dire sur la partie cyclique, est-ce que la réouverture et la reprise économique sont réellement bénéfiques et vont permettre à l'entreprise de retrouver rapidement sa dynamique d'avant-crise, ou est-ce que le choc a été trop important et là ça va être probablement un petit peu plus compliqué. Sur la partie croissance, il va falloir regarder si la dynamique de croissance se poursuit ou voire même accélère, ou est-ce que les projections qui ont été faites par les entreprises étaient un petit peu trop optimistes, ou alors un petit peu un rêve que la situation perdure de manière durable avec des perspectives qui s'affaisseraient un petit peu trop fortement. Donc la correction qui est en train de subir le Nasdaq, elle nous semble à ce stade plutôt saine. Comme on l'avait évoqué la dernière fois qu'on s'est vu, le fait d'être sélectif en termes de titres et plus équilibré en termes de pondération sectorielle, ça nous semble clairement toujours d'actualité. Sur les valeurs technologiques, il me semble qu'on soit toujours dans un moment d'innovation extrêmement fort et extrêmement puissant. Il y a encore beaucoup de thématiques qui nous semblent vraiment majeures. Pour t'en évoquer quelques-unes, paiement numérique, la télémédecine, mais surtout l'utilisation des données médicales en temps réel qui est en train de devenir une évolution majeure. On a la cybersécurité. Il y a également le développement de la gestion des données massives et de l'intelligence artificielle qui à notre sens, n'est encore qu'à ses débuts. Et dans ce domaine en particulier, l'acteur qui est intéressant de découvrir ou de redécouvrir, c'est Nvidia, donc qui se définit comme le leader mondial de l'informatique accélérée. Ce groupe-là, il est extrêmement connu, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ses cartes graphiques à destination de la communauté des gamers ou des mineurs de crypto-monnaies. Mais ils ont un métier qui est extrêmement florissant et qui est un petit peu moins connu du grand public. C'est l'approvisionnement de certains produits à des centres de données. Donc, ils fournissent notamment ce qu'ils appellent des systèmes universels dédiés aux charges de travail d'intelligence artificielle. Et ils ont des avantages concurrentiels qui sont majeurs puisque leur système, ils ont une densité de calcul qui est énorme, des performances
qui sont assez exceptionnels, qui permettent d'entraîner et d'exécuter des modèles d'apprentissage automatique qu'on appelle plus communément machine learning. Cette tendance-là, elle est vraiment à suivre parce qu'elle nous semble absolument majeure dans les années à venir. Alors chez Portes Par, c'est un titre qu'on avait assez significativement allégé dans nos portefeuilles il y a quelques mois parce qu'on avait des craintes de ralentissement de la dynamique trimestrielle, notamment dans les centres de données qui avaient vraiment explosé au T2 et au T3 2020. Et la publication qu'ils viennent de réaliser, où ils se sont montrés extrêmement enthousiastes sur ce segment-là et également sur la partie voiture autonome, nous convainc qu'il faudra probablement repasser à l'achat sur ce titre. Donc on va attendre un signal du marché, mais on n'hésitera pas à le faire si c'est le cas. Donc conclusion Xavier, le Nasdaq n'est pas mort. Patience, rigueur et sélectivité, ça va vraiment être nos leitmotifs dans les prochaines semaines. Un grand merci à tous pour votre écoute. Xavier, c'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec toi. Si vous avez aimé, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à poser des questions dans les commentaires. Merci à tous, à la prochaine. Merci beaucoup Florent pour ta participation. Encore une fois, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à partager si ça peut intéresser votre entourage. Je vous dis à la prochaine. Ciao!